Aujourd'hui, on a une profusion de données mobilité, comme rarement on en a eu, qui sont issues de différents réseaux de transport en commun, mais pas uniquement. On a aussi la voiture, le trafic en temps réel, on a les stations de vélo en libre service, on a des données historiques, parfois même dans certaines villes des données prédictives, donc il y a une grande richesse. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que ces données sont fragmentées par opérateurs de services. Si on veut pouvoir tirer profit de ces données, il faut construire des services complets qui auront de la valeur pour l'usager. Ce sera vraiment des nouveaux services et qui permettront de construire des modèles économiques tout à fait nouveaux. Donc il faut d'abord avoir un travail de rassemblement de l'ensemble de ces données à l'échelle d'un territoire cohérent, ce qui permettra ensuite à des opérateurs privés, des entreprises, du numérique, si elles ont la possibilité d'accéder à ce set de données, de pouvoir construire des services de très haut niveau, de très haute valeur ajoutée. Alors j'ai envie de dire oui et non. Certains disent oui parce qu'effectivement on a un système de mobilité urbaine qui repose essentiellement sur des fonds publics, puisqu'en France, je prends les transports en commun, ils sont globalement financés un tiers par l'usager, 2 tiers par l'impôt, dont un impôt sur le coût du travail qui est très important, qui est pas loin de 2% de la masse salariale, c'est-à-dire sans doute un des impôts les plus conséquents sur le coût du travail, on a tendance à l'oublier. Et donc la crise des finances publiques va poser, c'est certain, un problème au système de transport en commun. Mais la mobilité, ce n'est pas que le transport en commun. Je rappelle, en ville, en Europe, en particulier en France, les 3/4 à 80% des déplacements ne se font pas en transport en commun, ils se font autrement. La marche à pied, la voiture individuelle qui occupe encore une place très importante, sans doute trop importante. Et donc, cette crise des finances publiques va amener les acteurs à bouger. Donc en ça peut aussi être une opportunité, puisqu'il va falloir qu'on sorte des modèles classiques où le public finance tout, parce que cette époque, je pense, est révolue, et il va falloir que l'on trouve d'autres modèles économiques, donc entre les 3 grands acteurs économiques que sont les ménages, le secteur public et les entreprises. Très certainement, on risque d'avoir, on va avoir un curseur qui se déplace d'un financement qui repose essentiellement sur l'impôt vers un financement plus sur la consommation de mobilité. En soi, ça m'apparaît assez vertueux, puisque si on parle de développement durable, payer ce que l'on consomme, c'est aussi faire un peu plus attention à ce que l'on consomme. Donc ça me paraît un point sans doute qui va bouger dans les années à venir. Il y a d'autres menaces sur le système de mobilité, j'en pense à une en particulier. Les constructeurs automobiles travaillent tous, au niveau mondial, et pas uniquement quelques-uns, mais tous, sur la sortie en 2020, donc dans 5 ans, c'est-à-dire demain, de petites citadines hybrides électriques, qui consommeront 2 litres au 100 en moyenne, qui fonctionneront qu'à l'électrique, certainement en ville, et donc avec 0 g de CO2. Donc on aura une voiture non polluante, 2 litres au 100, qui aura un coût d'usage proche de celui du transport en commun. C'est-à-dire que tous les arguments vis-à-vis des citoyens, que nous sommes tous, sur le fait de dire la voiture vous coûte cher et en plus elle pollue, tomberont. Et donc on risque d'avoir un réinvestissement de la voiture. Je note qu'entre 2013 et 2014, avec la baisse des coûts de l'essence, on a eu plus 8% en une année de la consommation de carburant, donc d'utilisation de la voiture. Et ça, je crois que ça c'est un vrai danger. Pourquoi? Parce qu'une voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, elle fera toujours 10 mètres carrés au sol. Et le problème, c'est l'encombrement de l'espace public. Ces modèles, ils restent à inventer. On est vraiment, je pense, au début d'une nouvelle ère. Bon, on a tous en tête l'exemple de Blablacar, qui est une société française créée par 2 jeunes entrepreneurs brillants et motivés, qui ont fait le choix de ne pas faire la culbute en revendant leur entreprise à de grands groupes de l'Internet américain, mais qui ont fait vraiment le choix de l'entrepreneuriat. Et ils ont trouvé leur modèle économique quand ils ont basculé de la publicité vers le mode payant. Alors, il y a pas mal de jeunes qui critiquent cette posture. Je pense que c'est assez français. Il faut bien voir que ces 2 créateurs ont mis de leur argent, leur investissement personnel. Ils ont essayé pendant 8 ans de faire financer leur boîte par la publicité, ça n'a pas marché. Et quand ils sont passés au mode payant, ils ont adressé un point majeur de non-qualité de leur service, qui était l'annulation à la dernière minute des réservations de covoiturage. Donc au final, vous avez un service qui est meilleur pour celui qui l'utilise, puisqu'il est garanti d'être rémunéré, et quelque part, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand vous payez, vous êtes un peu plus
faites un peu plus attention à ce que vous faites, et donc les gens annulent moins. Et quand ils annulent, celui qui a réservé n'est pas pénalisé. Donc on a un service qui est meilleur, nettement moins d'annulation, et on a une entreprise qui peut dégager des marges opérationnelles. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est un modèle économique vraiment tiré du numérique. Il y en a sans doute d'autres, il faut absolument les inventer. Je pense que c'est un des grands enjeux de la future loi sur le numérique, c'est comment est-ce qu'on crée l'environnement qui permette, avec l'accès aux données, de développer des modèles économiques sur la mobilité, en particulier urbaine, mais pas que. Je rappelle 3 chiffres clés. Plus de la moitié des déplacements en voiture en ville sont inférieurs à 3 km. Pratiquement un tiers des déplacements en voiture ou en transport en commun font moins de 1 km. Et le taux d'occupation de la voiture, il est de 1. Voilà. Donc les marges de manœuvre, les réserves de capacité sont dans la voiture. 3 km, ce n'est pas vraiment la zone de pertinence du vélo. 1 km pour faire du transport en commun, je pense que si les gens marchaient, on désaturerait certaines lignes, ça allégerait un peu aussi le fardeau. Donc il faut travailler sur ces pistes-là. Et le secteur public va garder quand même un rôle prépondérant dans la mobilité urbaine. Je ne suis pas là pour dire que le secteur privé va tout faire. Le secteur public, il gère l'espace public. Et la mobilité urbaine, ce n'est pas que la somme de mobilité individuelle. Ça s'appelle l'intérêt général. Les bouchons dans les villes sont la résultante d'une sous-estimation de la contribution individuelle de chacun dans la congestion automobile. Donc il y aura toujours un rôle prépondérant en tant que gestionnaire de l'espace public de la collectivité, en tant qu'opérateur et régulateur de réseaux de transport routier, réseaux en transport en commun. Néanmoins, si le public gardera évidemment cette place de régulateur, ça ne veut pas dire qu'il va tout faire. Et donc, j'allais dire, il faut que le secteur privé puisse développer des services de très haut niveau dans le numérique. Et pour ça, il faut que la collectivité joue ce rôle que j'évoquais de rassemblement des données, mobilité sur un territoire, et en permettre l'accès à des opérateurs privés pour qu'ils développent des nouveaux services avec toute la richesse que peut apporter ces données. Cet accès doit se faire, à mon sens, sous 2 conditions. Pour les données qui sont sensibles, pour les autres, il n'y a pas besoin, mais pour les données qui sont sensibles, notamment temps réel, compatibilité des services produits avec la politique publique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, si je vous donne des données de trafic temps réel, d'envoyer le trafic dans des rues qui sont congestionnées vers des rues secondaires où il y a des gens qui vivent, des écoles, etc. Donc il faut veiller à ça. Et donc il y a vraiment un rôle de politique publique à assurer. Et la deuxième condition, qui est en lien avec la loi sur le numérique, c'est pouvoir assurer ou créer les conditions d'un écosystème entrepreneurial équitable. Et donc il faut que des entreprises, notamment françaises, mais pas que, n'importe quelle entreprise, puissent développer des services, se rémunérer sur ces services, et il va falloir se frayer des chemins entre des monopoles publics et privés. Et donc il faudra sans doute que le public réduise un peu la voilure sur certains services numériques, et il faudra aussi que le public veille à ce que ceux qui sont déjà dans les situations de monopole ne tirent pas toute la couverture à eux, toute la valeur ajoutée des données mobilité qu'ils leur mettront de facto à disposition. J'aime pas trop ce terme usager parce qu'il induit une certaine forme de passivité. Je préfère celui d'habitant ou de citoyen. C'est un peu plus, entre guillemets, républicain, mais ce qu'il faut, c'est, je pense, passer d'une situation où on consomme, j'allais dire, à profusion, sans en payer réellement le coût de la mobilité, à une situation où on soit un peu plus co-constructeur, contributeur, acteur du système de mobilité. S'il y a des bouchons tous les jours dans la ville, alors bien sûr il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais comme je le disais, comme la moitié des déplacements en voiture font moins de 3 km, il n'y a pas que des gens qui ne peuvent pas faire autrement, c'est parce que on a chacun individuellement tendance à minimiser son apport dans la congestion. C'est-à-dire qu'on minimise le coût marginal de notre déplacement. Et donc, l'usager, il est aussi responsable de la situation. Tout ne viendra pas des décideurs politiques, il faut aussi que chacun on bouge dans nos comportements. Il y a un service, comme je le disais, qui est le covoiturage. Typiquement, c'est le type de covoiturage urbain, sans doute avec beaucoup plus de temps réel, est un service qui va, si on le développe correctement, sans doute bouleverser les habitudes. Les réserves de capacité sont dans la voiture. L'usager ne sera plus un usager, mais sera un co-constructeur de ce service-là, en partageant sa voiture, en respectant un certain nombre de règles pour que ça se fasse. Et donc, je pense que c'est vers ce rôle-là de l'usager
vers lequel il faut évoluer dans le futur.